bien sûr de partager. Dans quelques minutes, début dans 10 minutes. Le drapeau de la 82e division aéroportée et sa garde arrivent sur le dispositif. Le chœur de la 82e division aéroportée va nous interpréter un chant de son répertoire, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I once was blind, but now I see.
Au cours de la nuit du 5 au 6 juin 1944, les parachutistes des 82e et 101e divisions aéroportées américaines sont largués sur leur zone de saut située autour de Sainte-Mère-Église, de Sainte-Marie-du-Mont et à l'ouest du Merderet. En dépit de la dispersion des parachutistes liés aux mauvaises conditions météo et à la DCA ennemie, des groupes de combat improvisés se rassemblent et convergent vers leurs objectifs. La prise du pont et de la chaussée, sur lesquels nombre d'entre nous sont aujourd'hui rassemblés, a une importance capitale, car elle permet de sécuriser le flanc de la tête de pont et son exploitation ultérieure vers l'ouest. Ici, à La Fière, il y a 75 ans, les troupes aéroportées américaines ont connu l'un de leurs engagements le plus important et le plus meurtrier. Le manoir et le pont sont pris dès le matin du 6 juin par la compagnie A du lieutenant Dolan du 505e régiment d'infanterie parachutiste, après un combat acharné. Les parachutistes du 507e régiment parachutiste occupent brièvement le hameau de Coquigny à l'extrémité ouest de la chaussée en début d'après-midi. Une contre-offensive ennemie les refoule au nord. Le groupe du lieutenant-colonel Timis est désormais encerclé dans un verger de pommiers sur la rive ouest du Marais. Depuis Coquigny, le feu ennemi fixe les positions. Le major Kellam, commandant le 1er bataillon du 505e régiment parachutiste, trouve alors la mort, victime d'un tir de mortier. Le général Gavin, commandant adjoint de la 82e division aéroportée, dirige la bataille sur la ligne de front. Le 7 juin, un déluge de feu s'abat sur les parachutistes. Le sergent Owens, après la mort de tous les officiers de sa section, envoie un message à son commandant de compagnie, le lieutenant Dolan, pour savoir s'il doit tenir ses positions. Le Pathfinder Bob Murphy apporte la réponse. Il n'y a pas de meilleur endroit pour mourir. Les parachutistes vont tenir leur position. Sans armes lourdes, ils arrêtent les contre-attaques ennemies appuyées par l'artillerie et des blindés. L'arrivée de renforts du 507e régiment parachutiste et du 325e régiment de planeurs les 7 et 8 juin permet de relever la compagnie A du 505e régiment parachutiste, fortement éprouvée. La découverte d'un passage à gué dans le Marais inondé permet de renforcer les parachutistes du lieutenant-colonel Timis et de tenter de reprendre Coquigny par la rive ouest du Marais. Cette tentative nocturne du 325e régiment de planeurs au cours de laquelle s'illustre le soldat De Glopper échoue. La seule solution est alors de prendre la chaussée de vive force. Le 9 juin, appuyé par les chars et l'artillerie débarqués à Utah Beach, la charge sur la chaussée menée par le capitaine Ray du 507e régiment, sur ordre du général Gavin, balaye l'ennemi de Coquigny. Le capitaine Ray établit ensuite la jonction avec les hommes du lieutenant-colonel Timis, retranchés et encerclés depuis le 6 juin dans le verger de pommiers. Les deux rives du Merderet et du Marais inondé sont désormais aux mains des parachutistes. Ils tiennent la ligne de départ de l'offensive qui va permettre de couper la presqu'île du Cotentin et ainsi d'isoler et de prendre Cherbourg, clé logistique de la victoire. Allocution de M. Quétier, maire de Sainte-Mère-Église. Dear veterans, autorités civiles et militaires. Le major Frédéric Kellam, surnommé Fred, est né le 27 décembre 1914. Diplômé de West Point en 1936,
Il avait des dons pour la musique et chantait comme ténor dans la chorale de West Point. En 1941, il rencontre une jeune fille de Louisiane, Hélène Houssière. Il se marie en septembre 1942 à Jennings, en Louisiane. Ils auront un fils, Michael James, qui naîtra après le 6 juin 1944. Parachutiste au sein de la 82e Airborne Division, il participe aux campagnes de Sicile, d'Italie et d'Afrique du Nord. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, il saute avec ses hommes sur la drop zone O. Le largage est assez précis et ils tomberont à 400 mètres environ du pont de la Fière. Il commande le 1er bataillon du 505e régiment d'infanterie, créé le 6 juillet 1942 au Fort Benning en Géorgie. Régiment commandé par un certain lieutenant-colonel James Gavin. Kellam charge le lieutenant Dolan de s'assurer que le pont de la Fière est en bon état. Le pont est intact, mais les hommes de Dolan sont pris pour cible par la vingtaine d'Allemands installés dans le manoir de la Fière. Vers 9 h du matin, le gros du 1er bataillon, avec son chef le major Kellam, arrive près du manoir. Le manoir sera pris et Kellam organise une position défensive auprès du pont pour faire face aux contre-attaques allemandes. Les paras attendent la contre-attaque. Elle débute bientôt par un barrage d'artillerie et de mortiers qui s'abat sur les Américains. Au cours de ce barrage, le major Kellam est tué dans l'après-midi du 6 juin, à proximité du pont, par une explosion de mortiers allemands de 88 mm. Frédéric Kellam sera enterré au cimetière provisoire numéro 3, le premier ouvert. Sa dépouille sera rapatriée au cimetière national de Fort Sam Houston à San Antonio, au Texas. Grâce au major Kellam et à ses hommes, le pont ne sera jamais repris. Ses frères d'armes baptiseront ce pont Pont Kellam, en hommage à leur chef. Son chemin s'arrêtera là. Vie donnée pour notre liberté. Il voulait rentrer au pays. Il rêvait d'exploiter un ranch au Texas en compagnie d'Hélène. Il ne verra jamais son fils Michael James. Combien d'histoires comme celle-ci. N'oublions jamais le sacrifice consenti par ces hommes et ne cédons pas aux sirènes des nationalismes exacerbés qui toujours nous ont menés au conflit. Allocution du colonel Keith Nightingale, historien de la 82e division aéroportée, traduite par Monsieur Renaud, président de l'Association des Amis des vétérans américains. Officials of civil, military, and political positions, the three daughters of General James Gavin, Major General Mingus, Commanding General, 82nd Airborne Division, and the previous commanding generals of that division, and most importantly to the veterans that are here today that 75 years ago allowed us to live as we do. James Gavin began life as an orphan in deep poverty and grew to become one of the most revered combat leaders in American history. His presence at this spot guaranteed our freedom and steeled the heart of his soldiers. The torch of his spirit lit this land. He is an icon of what leadership truly means. Unable to finish high school due to family economic pressures, he fled to New York, faked his age, and joined the Army as a private. Stationed in Panama, he crammed for the West Point entrance examination and became a cadet.
Mastering all subjects with extreme hard work, he graduated in 1929 to fulfill his lifelong dream of being an officer in the Army. He chose to be one of the initial volunteers for the newly created Airborne Force at Fort Benning at the beginning of World War II. He wrote American airborne doctrine that would be followed throughout the war. He quickly rose from captain to regimental commander of the 505 Parachute Infantry Regiment, establishing himself as an officer, leading his men in all endeavors, from jumping to physical training to road marches. The 505 PIR joined the newly designated 82nd Airborne Division under Major General Matthew Ridgway and deployed to North Africa. Ridgway selected Colonel Gavin to lead the assault on Sicily, as well as the subsequent airborne assaults into Salerno, Italy, and Normandy. This was due to his proven operational skills combined with extraordinary demonstrated leadership. He later was the youngest division commander in the Army, commanding the 82nd in Holland and the Battle of the Bulge. Jim Gavin was always up front, sharing the hardships, making astute decisions, and leading by personal example. His combat record is without parallel, as was his troops' love and affection for him. As many veterans would say, he never ordered us, he always led us. General Gavin was above all else the quintessential leader of men. While we dedicate this monument at this spot he personally commanded and secured, the true monument resides within the heart of every trooper that wears parachute wings. This is his perpetual gift to us all and our future generations. His spirit and example will shine so long as the U.S. Army has parachutes. He is the spirit and the torch that is the core of the airborne and the guarantor of our liberty. Mesdames, Messieurs des autorités civiles et militaires, Général Mingus, commandant la 82e Airborne, et les anciens commandants de la 82e Airborne, Mesdames Gavin, Barbara, Chloé, Marjorie, et évidemment les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Mesdames, Messieurs, James Maurice Gavin était orphelin et fut adopté par une famille très pauvre. À force de volonté, il devint l'un des hommes les plus respectés dans l'histoire militaire américaine. Sa présence sur ces lieux nous a garanti la liberté et a stimulé le courage de ses soldats. Il est l'exemple même de ce que doit être un leader. Les faibles moyens financiers de sa famille ne lui permettaient pas de finir le collège. Il partit pour New York, mentit sur son âge et s'engagea dans l'armée. Basé au Panama, il présenta sa candidature à l'Académie militaire de West Point et fut admis. Par son travail assidu, il devint en 1929 officier dans l'armée de terre. À Fort Benning, il fut l'un des premiers volontaires à s'engager dans la création des troupes aéroportées au début de la Deuxième Guerre mondiale. D'abord capitaine, il fut rapidement nommé commandant du 505e régiment et il se distingua auprès de ses hommes en participant personnellement à toutes les phases de leur entraînement. Le 505e rejoint la 82e Airborne sous les ordres du général Matthew Ridgway
et arriva en Afrique du Nord. Ridgway choisit le colonel Gavin pour mener l'assaut sur la Sicile et par la suite Salerno en Italie et la Normandie. Il avait démontré ses qualités opérationnelles et son extraordinaire sens du leadership. Il devint le plus jeune commandant de division de l'armée, aussi bien en Hollande que pour la bataille des Ardennes. Comme l'ont dit de nombreux vétérans, il ne se contentait pas de nous donner des ordres, il était toujours devant nous. Général Gavin était un leader naturel. Alors que nous allons inaugurer cette plaque à l'endroit même où il commanda, le véritable monument réside au cœur de chaque parachutiste. C'est le cadeau éternel pour chacun de nous et pour les générations futures. Son esprit et son exemple brilleront tant que l'armée américaine comportera des parachutistes. Il reste le symbole des troupes aéroportées et le garant de notre liberté. Nous saluons tout particulièrement parmi nous des vétérans et des 3 filles du général Gavin et de leurs familles, du général Mingus, commandant la 82e Airborne, et de ses prédécesseurs. Merci. Airborne, all the way. Allocution de Monsieur Brett Reichstadt, National Commander, American Legion. Good afternoon. 75 years ago, the world shifted. By air, sea, and land, the Allies put their lives on the line to liberate Europe from Axis occupation. Among those who came ashore at Utah Beach in the first wave on June 6, 1944, was a 56-year-old brigadier general who had demanded to be among the frontline soldiers of the invasion. He received the Medal of Honor for his actions that day. He died of a heart attack 5 weeks later and was buried at St. Mère Église. But after a previous war in 1919, Theodore Roosevelt Jr. made a permanent impact on the United States by helping create the American Legion in Paris, France. Today, in addition to Theodore Roosevelt Jr., we honor another general who led from the front on D-Day. General James Jumping Jim Gavin was the first of his rank to parachute into combat. He later led paratroopers here in this valley in the dangerous, deadly, and ultimately successful mission to secure this bridgehead and protect U.S. forces coming up from Utah Beach. In their memory, and in honor of all who have fought courageously for the liberation of others, I stand before you today, thankful for the freedoms we enjoy, respectful of leaders like Gavin and Roosevelt, who were more than willing to give their lives for the futures of all of us. Thank you. Ladies and gentlemen, it is now my privilege to introduce Major General Mingus, Commanding General of the 82nd Airborne Division. Allocution du général de division Mingus, commandant la 82e division aéroportée. Bonjour and good afternoon. And what a grand day to end an epic week. Who would have thought yesterday, as we were sitting here with the winds and the weather
that we would have perfect skies, 65 degrees, calm winds. The good Lord does love the airborne. There's also a tradition in the airborne community that you have to tell a story after an airborne operation. It usually happens in the assembly area shortly after everybody comes together, where everybody wants to talk about the jump that they just did. So Colonel Eric Johnson, our DeVarty commander, shared a story with me with his events on the drop zone that I thought you would appreciate. Shortly after he landed, he got out of his harness, he looked over to the river, and he saw a paratrooper clearly in the middle of that river. He quickly ran over there to ensure that he was okay, because he was up to about his neck in water and his parachute was over the top. And he said, "How are you doing?" He said, "I'm fine, but my phone is toast." I don't think General Gavin would have had to worry about that 75 years ago. But it is fitting how this started 75 years ago. It is how we will end this week. It is also fitting that this ceremony take place on hallowed ground for many, but in particular, what many referred to as the Gettysburg of the 82nd. And given our recognition of General Gavin today and his actions on this very ground on 9 June 1944. So to our distinguished guests, ladies and gentlemen, troopers past and present, thank you for being here today. I would also like to recognize it doesn't happen very often where we've had the families of Eisenhower, Gavin, Patton, and Roosevelt all together this entire week. And so I wanted to recognize all of them for being here this week. And I would also like to pay special thanks and honor our World War II veterans, the paratroopers on the field. For it is when we bring yesterday and today together is what guarantees the future. And to Maurice, Henri, the mayor, and all the people of St. Mary-Lise, thank you for opening your homes and your hearts and making us feel like family. We truly feel like this is our second home. But we are here to pay tribute to the paratroopers who bravely and gallantly fought in a battle that we remembered as a defining moment for the 82nd Airborne Division, the mission to seize and secure Lafayette Causeway. This little stretch of insignificant road that sits right behind you sometimes is overshadowed by countless feats of heroism through the course of the war. But it must be remembered that the valor of the paratroopers here at Lafayette would help determine victory in the Normandy campaign. It was truly strategic. It is the undeniable bravery of these men in face of certain danger that is most astonishing. Despite seemingly insurmountable odds, they did not stop. Their mission was to get across that bridge, across that causeway, and against tremendous amounts of machine gun fire, artillery, and armor, they did not stop. It is here where brave men like Captain John Stalls would turn and shout, "Follow me," before leading the first wave of soldiers across this causeway, giving the men who would follow his confidence and courage to charge this narrow roadway into a gauntlet of fire. It is here where the words of Lieutenant John Dolan, who when faced with seemingly certain defeat, responded with, "I don't know of a better place to die," inspiring a depleted and overwhelmed platoon to hold their position against all odds. And finally, it is here at the Lafayette Causeway where the paratrooper would earn the respect and admiration of the world through grit and determination. And just today, you saw paratroopers from 7 nations descend on the drop zone behind you, carrying forward the legacy and spirit of the airborne warrior and serving as a reminder of the strong and unremitting relationship between the U.S. and our European allies and partners. So it is only fitting that today we honor one of the division's most revered leaders, General James Gavin, most affectionately known as the Jumpin' General or Jumpin' Jim, a true icon in the 82nd Airborne Division. And it has been recounted by many that if not for his presence, leading from the front as he always did, the crossing of the causeway would not have succeeded. To this day, General Gavin serves as a symbol of excellence to the paratroopers of the division,
who remain steadfast in their commitment as America's Guard of Honor, the All-American Division, the world's 911. Today's dedication serves as an everlasting homage to his leadership, bravery, and warrior spirit. It is here in the shadow of Iron Mike that we enshrine him forever to the 82nd Airborne Division history at Lafayette Causeway. Let us never forget what happened here. Together, let us honor the valor and sacrifice of all who surrendered their lives on these hallowed grounds. And let us serve towards the same goal of peace and freedom alongside our fellow service members, allies, and partners. Let us continue our relentless pursuit of freedom in the face of tyranny and oppression. Airborne, all the way, merci, vive la France. Nous allons maintenant dévoiler une plaque en hommage au général Gavin qui s'est glorieusement illustré lors des combats de la Fière en juin 1944. J'invite les personnalités suivantes à rejoindre Monsieur le Préfet. Mesdames Gavin, le vice-amiral d'escadre Dutrieux, le général de division Mingus, commandant la 82e division aéroportée, Messieurs les officiers généraux, anciens commandants de la 82e division aéroportée, le colonel Keith Nightingale, ancien de la 82e et historien de la division, Monsieur Quétier, Monsieur Restat, Madame Dungan et Monsieur Maurice Renaud. Nous allons maintenant rendre hommage aux morts. En procédant à un dépôt de gerbes, je vous demande de bien vouloir vous lever et vous découvrir pendant la minute de silence et jusqu'à la fin des hymnes nationaux.
Le chœur de la 82e division aéroportée va nous interpréter Requiem for a Soldier. Je vous demande de bien vouloir rester sur place encore quelques instants pour le départ du drapeau de la 82e division aéroportée. Je vous remercie de votre présence à cette cérémonie et vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous rappelle que les troupes vont défiler à Sainte-Mère-Église pour être accueillies sur la place de l'église. Restez prudents sur les routes.